De retour sur Africa 24, le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé se poursuit. Les deux hommes sont poursuivis par la Cour pénale internationale, notamment pour crimes contre l'humanité. Suivez avec nous la suite des audiences à La Haye. D'accord. Bon. Alors, vous ne savez pas exactement quand ce que vous appelez l'ennemi a atteint Abidjan, d'accord, mais est-ce que vous savez qui composait les troupes ennemies qui ont atteint Abidjan à peu près à cette période-là? Je vais reposer ma question parce qu'avec le qui, nous avons une sorte de... Alors, comment étaient composées les troupes ennemies? De quel type de soldats ou de quel groupe, quelles unités, d'où venaient-ils? Enfin, vous voyez, si vous avez des informations, donnez-les-nous, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'informations du moment, mais c'est beaucoup plus tard, après la crise, dans les discussions qu'on avait, qu'il a été dit que les gens qui venaient, il y avait les troupes des FRC, mais il y avait aussi, parmi ces troupes des FRC, beaucoup d'autres combattants qui ne sont pas forcément originaires de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est des informations qui datent après la crise. D'accord. Alors, ils étaient, d'après ce que vous avez entendu, ou ce que vous avez appris, ils étaient originaires d'où, ces combattants? De tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y avait des dozos parmi les troupes ennemies qui ont atteint Abidjan à ce moment-là? Les dozos font partie des troupes de ceux qui nous attaquent. Donc, leur présence était connue depuis 2002. D'accord. Vous voulez dire que, toujours depuis 2002, parmi ceux qui étaient les rebelles et qui ont continué à vous attaquer les FDS jusqu'en 2010-2011, il y avait toujours des dozos, c'est ça? Oui. Oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire aussi, pour revenir sur ce que vous disiez il y a un instant, qu'il y avait toujours des combattants originaires de différents pays frontaliers ou limitrophes de la Côte d'Ivoire? Depuis le début de la crise, depuis 2002. Ça, c'est un fait constant depuis 2002. Donc la réponse, c'est oui. Oui. D'accord, merci. Pardon, hein, de temps en temps, je vous fais préciser les choses. C'est parce que, comme je vous le disais hier, dans quelques temps, nous reviendrons sur vos propos, mais qui auront été retranscrits. On aura perdu un peu l'ambiance, l'atmosphère. Et donc, plus on apporte de précision, mieux c'est, parce que moins il y aura place à l'incertitude, vous voyez. Alors, ces troupes ennemies dont vous parlez, qui viennent du nord vers le sud, vers Abidjan, à ce moment-là, à votre connaissance, se sont-elles rendues coupables de crimes lors de leur avancée du nord vers le sud, du nord vers Abidjan? Les seules informations qui étaient connues, qui étaient sur la place publique, c'est les faits qui sont déroulés à Diokoué. Toute la Côte d'Ivoire sait, même la communauté internationale sait, c'est les faits de Diokoué, Petit Diokoué, Itrozon, les massacres qui ont eu lieu là-bas. Ça, tout le monde sait.
Mais ailleurs, je n'ai pas connaissance. À Yopougon, oui, il y a eu, selon ce qui a été dit par la suite, il y a eu des affrontements où il y a eu beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément des combattants ont été tués à l'entrée de Yopougon. Qui ont été tués par les forces ennemies dont vous parliez, c'est ça? Oui. D'accord. Vous pouvez nous dire un mot de Djouekoué pour qu'on comprenne de quoi il s'agit? Rapidement, hein, c'est pour nous situer les choses. Qui a attaqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelles en ont été les conséquences? Les forces qui nous attaquaient à Djouekoué s'en sont pris aux populations. Et il y a eu beaucoup de tués. Les populations guerriers, et il y a eu beaucoup de tués. Les maisons incendiées. Quand vous dites beaucoup de tués, est-ce que vous incluez dans ces tués des hommes, des femmes et des enfants aussi? Oui, ce n'est pas des combattants, c'est des populations qui habitaient dans leur village. Et c'est dans leur village que ces personnes ont été tuées. Donc là-dedans, ça comprend toutes les composantes de la population. D'accord. Tués, alors, vous nous avez dit par l'ennemi, certes. Est-ce que vous savez qui commandait les forces que vous appelez ennemies à Djouekoué au moment du massacre? Mais ces faits ont été suffisamment documentés par les enquêteurs de beaucoup d'organisations internationales. Et les noms qui revenaient régulièrement, c'est un ressortissant burkinabé, Ouérémi, c'est son nom, et sa troupe, et aussi un autre chef militaire de l'époque qui était en service à Mans, qui lui est ivoirien, et qui s'appelait Los. Et ça, ces informations sont disponibles de façon publique et a fait l'objet de plusieurs enquêtes de la communauté internationale. Est-ce que vous pouvez, monsieur le témoin, rappeler à quelle époque cela s'est passé à Djouekoué? Je pense que je peux me tromper, parce que les dates, c'est toujours très, très difficile quand les faits se sont passés il y a si longtemps. Je pense que c'est en mars, avril 2011. OK, thank you. Le président, merci. Alors, aviez-vous eu des informations sur qui encadrait ces forces ennemies descendant du nord vers le sud, vers Abidjan, qui les avait organisées et qui avait conçu leur plan de marche? Je peux vous poser la question un peu différemment. Aviez-vous des informations sur l'implication française dans cette offensive du nord au sud de la Côte d'Ivoire? J'avoue que je n'ai aucun élément factuel, objectif, pour faire ça. En dehors de ce que chacun disait. Mais moi, je ne peux pas, au nom de la vérité, je ne peux pas me fonder sur ce qu'on disait. Mais en tant que responsable militaire, je n'ai aucun élément factuel pour affirmer ce que vous dites. Mais je précise,
par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que le chef de guerre burkinabé Gourémy a été depuis interpellé par les autorités judiciaires et qu'il est aujourd'hui détenu. Merci. Alors, on va parler des communications radio. Ou plutôt, avant de parler de communications radio, je voudrais terminer sur ce que l'on disait tout à l'heure. On avait commencé en parlant de ce que vous nous aviez dit, que vous aviez quitté l'école de gendarmerie le 31 mars. Vous êtes parti le 31 mars, on est d'accord? Bon. Quand avez-vous évacué vos officiers et vos gendarmes? Les officiers qui sont restés à l'école quand on me conduisait, ma sécurité me conduisait pour me mettre à l'abri, se sont occupés de cela. Ce n'était pas à ma présence. Mais c'était dans la même journée du 31 mars. Donc l'évacuation a eu lieu le 31 mars, on est d'accord? En tout cas pour les élèves. D'accord. Alors, vous nous avez dit, c'est à la page 12 du 28, des transcrits français du 28 mars, que vous aviez laissé quelques gendarmes sur place pour que les lieux ne soient pas abandonnés. Alors, je vais vous citer pour que ce soit tout à fait clair, c'est page 12, et je pense que c'est la ligne 1. Je cite, « On a demandé à ce qu'un groupe d'éléments du SECOS un groupe vraiment restreint reste sur place pour assurer la sécurité de la caserne. Mais si d'aventure le rapport de force venait à changer en leur défaveur, en cas d'attaque, ils pouvaient décrocher. Ça, c'est les consignes qu'on a laissées. Et au cours de votre interrogatoire, un peu plus tard, le 29 mars, c'est à la page 44 des transcrits français, vous avez dit, ligne 16, le QG du SECOS, il y a des installations que nous faisons garder par un petit détachement de 5, 6, 4 hommes qui gardent l'entrée et les sorties et qui assurent la sécurité de ceux qui travaillent à ce QG-là. Fin de citation. Est-ce que l'on peut comprendre ou l'on doit comprendre de ces deux extraits que le 31 mars, vous avez laissé ce même petit détachement de, je cite, 5, 6, 4 hommes qui gardent l'entrée et les sorties avec consigne de quitter les lieux si jamais ils étaient attaqués? Est-ce que c'est ça? C'est les consignes. D'accord. Et c'était bien un petit détachement de cet ordre-là que vous aviez laissé? Affirmatif. D'accord. Très bien. Alors j'en viens maintenant aux communications radio. Le procureur vous a posé des questions sur le réseau radio du SECOS. Alors, notamment, le 27 mars, page 59-60 des transcrits français, page 60 des mêmes transcrits, et vous aviez indiqué, page 60, surtout utiliser le téléphone. À une question ligne 10, comment alors, je cite, ligne 10
de la page 60 des transcrits du 27 mars. Je cite. Comment alors, la plupart du temps, est-ce que vous communiquiez avec les commandants des secteurs du SECOS et vous répondez au téléphone? Question, le téléphone portable, vous répondez toujours. Bon, fin de citation. Je voudrais d'abord savoir, monsieur, concernant le matériel, si chaque patrouille ou chaque groupe d'intervention du SECOS, et vous nous avez donné, je crois, hier des informations très utiles, vous nous avez dit que les patrouilles, c'était 6 hommes, c'est ça? Oui. Si chaque patrouille ou chaque groupe d'intervention disposait d'une radio. Autant que faire se peut, on avait équipé nos différents véhicules de poste radio, dans la mesure où on en avait. Et aussi, on avait donné à chaque chef de détachement un poste radio mobile émetteur-récepteur. Pour l'ensemble du groupe. Est-il juste de dire que vous manquiez de moyens de communication radio au SECOS? Ce n'est pas seulement le SECOS qui manquait de communication radio, c'est l'ensemble des forces, gendarmerie, surtout l'armée, qui n'avait pas les moyens de transmission militaire, tactique de terrain, et qui n'avait surtout pas de liaisons protégées. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des liaisons de radio, il faut, en opération, il faut que ces liaisons soient protégées. Il y ait le moins d'intrusion possible. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en direct de La Haye.